Enfin, c'est une maladie qui est grave pour les bovins. Je vais vous l'illustrer avec une diapo, simplement. Et donc, c'est une maladie pour toutes ces raisons-là, parce qu'elle est grave, parce qu'elle est très contagieuse, parce qu'elle affecte aussi une espèce importante, celle des bovins. Bon, toutes les espèces d'élevage sont importantes, mais les bovins, un bovin, c'est un gros animal, que l'objectif est l'éradication. Voilà. Mon deuxième transparence, c'est pour évoquer quelques signes cliniques. Peu importe finalement pour vous cette clinique, mais sachez quand même ça illustre cette gravité. C'est une maladie générale, c'est une maladie qui va conduire à des nodules évolutifs sur tout le corps de l'animal, comme vous pouvez le voir sur ces diapositives. Les animaux ont beaucoup de fièvre, anorexie, abattement, chute de lactation, ça c'est très important pour la baisse économique dans les élevages, et puis une importante, pour les vétérinaires, une importante hypertrophie des nœuds lymphatiques. Sachez que la mortalité des animaux peut aller jusqu'à 10%, notamment sur des races laitières comme nos races à nous assez développées, même si dans les pays du Sud, cette mortalité est souvent plus faible parce que la maladie y est en zootique. La morbidité peut être, c'est-à-dire le nombre d'animaux malades peut aller jusqu'à presque 50%. Et enfin, sachez que les animaux qui guériraient, si on ne les abattait pas, auraient des séquelles importantes, qui ce seraient des non-valeurs économiques. Voilà pourquoi cette maladie est considérée comme une maladie grave pour les bovins. On pourrait considérer que c'est une sorte de variole des bovins, en fait. Un même type de virus, etc. Bon. Donc, vous imaginez bien, puisque vous connaissez la gravité de la variole humaine, de la gravité de cette maladie pour les animaux. La transmission. Alors, il y a deux types de transmission. Il y a une transmission, j'allais dire, la plus importante, la plus classique aussi, qui est la transmission vectorielle. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le voyez sur ce petit transparent, un bovin infecté se fait piquer mécaniquement par une mouche, un stomox, un tan. Cette mouche, avec ses pièces buccales souillées, va aller piquer un autre animal parce qu'elle va être dérangée, parce que ça fait mal, une piqûre en fait de mouche, sur un autre animal, et la transmission va se réaliser de cette manière-là. C'est pas la même chose que la transmission, ce qu'on appelle une vectorielle classique, où l'agent pathogène se multiplie dans le vecteur, comme par exemple le paludisme que vous devez connaître, ou la fièvre catarrhalovine, pour ceux qui connaissent cette maladie strictement animale. Là, il s'agit d'une transmission passive. Pour autant, elle est, du moins ce qu'il en est connu, il y a des questions encore autour de ça, mais pour ce qu'il en est connu, et pour autant, elle est quand même extrêmement efficace, parce que la pullulation des mouches et des stomox en élevage, c'est pas tout à fait un mythe. C'est la transmission principale. La deuxième transmission, c'est une transmission indirecte, non vectorielle, soit directement des animaux les uns en contact avec les autres, parce que l'ensemble des sécrétions des animaux, que ce soit la salive, les larmes, etc., sont affectantes. Donc par contact direct, ça a été prouvé, et éventuellement par du matériel souillé, évidemment aussi par des seringues. Les insectes jouent le rôle de seringues volantes, donc les seringues pas volantes, normales si je puis dire, peuvent jouer exactement ce même rôle de transmission. Alors, ça ne marche plus du tout. Si, ça y est. Ah, ben, c'est formidable. Là on a une vraie vision des choses. Merci beaucoup. Là, on a franchi une étape. Merci, en tout cas, pour la technique. Voilà. La relation entre ces deux transmissions, elle est, pour les souches qu'on connaît, parce que il semble que ça évolue, je pense qu'Alexandre le dira peut-être tout à l'heure, mais elle est essentiellement vectorielle, entre animaux. Parce qu'évidemment, entre élevages, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, pour la vectorielle mécanique, je l'ai dit, rôle de seringue, voilà l'essentiel de nos insectes en cause, des tabanidés, des mouches piqueuses, etc. La transmission se fait, je l'ai dit, par les pièces buccales. Et sachez quand même que ce virus peut vivre sur ces pièces buccales quelques heures. Ce n'est pas non plus 8 jours. Voilà. Et en plus, ces insectes, et ça c'est très important, ils ne font pas 250 km tout seuls. Et ils ne sont pas transportés par le vent parce qu'ils sont lourds, contrairement à d'autres insectes. Ça, c'est aussi important. Donc, c'est en fait une transmission de proximité que je suis en train de vous décrire. Et bien sûr, dans cette transmission de proximité, rappelons quand même les durées d'excrétion avec des croûtes extrêmement... le virus, si vous voulez, les nodules évoluent par des croûtes. Ce virus reste vivant dans ces croûtes pendant plusieurs mois. Donc, vous avez un environnement qui est contaminé pendant plusieurs mois. Or, les mouches, elles peuvent se promener aussi sur ces croûtes, etc. Sur les animaux qui ont des symptômes, la virémie est longue. Et, je l'ai dit tout à l'heure, l'excrétion dans l'ensemble la salive, les larmes, etc., est présente et existe. Il y a également une excrétion par des animaux qui sont infectés inapparents.
Et on vous le dira tout à l'heure au niveau du laboratoire, on ne sait pas aujourd'hui détecter ces animaux par des analyses de laboratoire. On ne sait pas dire quel est l'animal, si un animal à proximité d'un animal infecté, si cet animal est infecté lui-même ou pas, tant qu'il n'a pas manifesté des signes cliniques. Et ces animaux, même s'ils ont une virémie relativement courte, de l'ordre de quelques jours, il a bien été montré par des publications que ces animaux pouvaient transmettre la maladie par l'intermédiaire de mouches, voire éventuellement par contact direct avec d'autres. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la transmission entre élevages. Cette transmission, elle ne se fait donc pas, vous l'avez compris, par les mouches et les stomox tout seul. Elle peut se faire par des mouches et des stomox infectés si on les met dans des véhicules et qu'on les transporte, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, ce transport. Et donc, l'essentiel de cette transmission, elle se fait, c'est une transmission, entre guillemets, à distance, qui se fait par le transport des animaux. Alors, dans des camions, éventuellement, on peut transporter aussi des mouches dans des camions. Donc, quand on a un foyer qui se trouve à 200 km d'un premier foyer, ce n'est pas venu par une mouche qui a volé de ses propres ailes. C'est important de se le rappeler et de le savoir. Eh bien, je crois que je vais résumer quelques éléments et je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez l'essentiel pour comprendre un certain nombre de choses. Je vais résumer 2-3 choses que je n'ai pas dites. Je ne vais pas les résumer, je vais les dire quand même parce qu'il faut que vous les reteniez pour la suite de des présentations. Je l'ai dit, c'est une maladie très contagieuse. L'EFSA a fait un rapport sur cette maladie il y a quelques années maintenant, et en s'inspirant de ce qu'elle avait vu, notamment dans les Balkans, elle a montré qu'un bovin avec des signes cliniques, il contamine autour de lui entre 16 à 19 bovins. C'est quand même pas rien. Le deuxième point, je l'ai dit et je le répète, les bovins qui n'ont pas de signes cliniques mais qui sont infectés peuvent transmettre la maladie. Certes, de manière moins importante que les bovins malades, mais ils peuvent le transmettre. Enfin, il n'y a que 40% des animaux infectés qui vont présenter des signes cliniques. Donc, il reste sur les animaux infectés, il en reste 60%, 55 à 60%, qui sont infectés, qui sont dangereux et qui ne manifestent pas de signes cliniques. Et enfin, l'EFSA avait montré aussi que dans les 4,5 km, mettons 5 km d'un foyer, la probabilité pour un élevage de devenir foyer, si on ne faisait rien dans le foyer d'origine, était de 95%. Donc ça vous montre l'extrême contagiosité de cette maladie. Le dernier point, je crois, qui est un point absolument fondamental, l'incubation de cette maladie est longue. Alors, elle peut être courte, elle peut être de 4 à 10 jours, comme beaucoup de maladies infectieuses, mais elle peut aller jusqu'à 4 semaines. Et donc, vous pouvez avoir des animaux qui sont infectés, qui sont porteurs du virus, qui ne manifestent rien et qui, pendant 28 jours, vont ne rien manifester, jusqu'au moment où ils vont faire des signes cliniques et donc devenir extrêmement contagieux. Avec ces éléments-là, vous pouvez comprendre pourquoi, dans un troupeau, il est absolument indispensable, si on veut éradiquer, tout le problème est de savoir quel est l'objectif de la lutte contre cette maladie, si on veut éradiquer, que dans un troupeau où il y a des signes cliniques, il n'est pas possible de ne pas abattre le troupeau, ne pas faire un abattage total pour éviter la contamination autour. Et je voudrais terminer en disant que, en ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de le dire un certain nombre de fois dans les médias notamment, j'ai beaucoup à la fois d'empathie, mais aussi de respect pour les éleveurs qui ont accepté cet abattage parce qu'ils ont protégé les autres et ils ont fait preuve d'une grande solidarité. Voilà, je vous remercie sur ce que je voulais dire. Bien évidemment, je peux répondre à d'autres questions, à des questions si vous le souhaitez.